Chaque instant fut capturé par une caméra. Les enquêteurs crurent d'abord que les images livreraient des réponses simples, mais elles révélèrent quelque chose de bien plus sinistre. Ceci est l'histoire d'une affaire où chaque instant a été filmé. Les enquêteurs pensaient au départ que les images fourniraient des réponses claires, mais elles ont exposé une réalité bien plus inquiétante. Christina Marie Morris, diplômée de 23 ans de l'Université du Texas, a été vue pour la dernière fois le 29 août 2014, partageant un moment intime avec une simple connaissance. Après cette nuit, plus personne ne l'a revue. Aucun appel, aucun message, rien. Comme si elle s'était évanouie sans prévenir. Au premier abord, la scène semblait n'être qu'une simple soirée entre amis dans un quartier de Plano. Mais en moins de 24 heures, le récit commença à se fissurer. Des versions contradictoires émergèrent. Des preuves inexpliquées firent surface, et un homme qui semblait initialement étranger à l'affaire se retrouvait constamment dans les parages. Christina Marie Morris naquit le 25 juillet 1991 à Allen, au Texas. Peu après sa naissance, ses parents, Mark Morris et Johnny Ayer, se séparèrent. Christina fut élevée par son père, sa femme Anna, et ses demi-sœurs, tout en conservant une relation forte et aimante avec sa mère. Plus tard, Johnny se remaria avec Ronnie, que Christina accepta avec joie dans sa famille. Pour elle, la famille demeurait unie malgré le divorce et l'arrivée de nouveaux partenaires. Elle obtint son diplôme du lycée d'Allen en 2009, puis une licence en commerce et marketing de l'Université du Texas à Dallas en 2013. Après ses études, elle rejoignit un service de rencontres en ligne nommé Great Expectations. Peu après, elle passa au service photo, un rôle qui correspondait mieux à ses centres d'intérêt. À cette époque, Christina envisageait également de lancer sa propre ligne de vêtements inspirée de la culture skate. Elle et Hunter Foster étaient amis depuis l'enfance, d'abord proches amis avant de devenir par la suite amants. Ils avaient le même âge. Hunter passa quelque temps à New York pour poursuivre une carrière d'acteur avant de finir par retourner au Texas. Après son retour, ils vécurent ensemble à Fort Worth. Christina et Enrique Aroshi fréquentèrent la même école, sans toutefois se connaître personnellement. Leur seul lien était Paulina Pawlowski, une connaissance commune. Enrique connaissait Paulina depuis seulement quelques mois, rendant leur rencontre ce soir-là purement fortuite. Cette nuit-là, ils ne faisaient pas partie du même cercle d'amis soudés. C'était le vendredi 29 août 2014, et au Texas, le long week-end de la fête du travail allait commencer. Les gens se rendaient à des fêtes, retrouvaient des amis, sortaient tard. Plus tôt dans la journée, Christina s'était disputée avec son petit ami, Hunter Foster, et, se sentant tendue, elle décida de changer ses plans et de chercher un autre environnement. Plus tard dans la soirée, elle appela son ami Taylor pour en parler. La conversation lui remonta le moral et elle décida qu'elle ne voulait pas passer la nuit seule. Ce soir-là, elle conduisit environ 45 minutes depuis Fort Worth jusqu'à Plano, où un rassemblement informel d'anciens amis avait lieu dans un complexe résidentiel connu sous le nom de Shops at Legacy. Paulina Pawlowski organisa cette soirée, qui était simplement une détente chez elle plutôt qu'un événement formel. Vers 21h, les Shops at Legacy, connus pour leur vie nocturne, leurs appartements, restaurants, bars et boutiques, s'animèrent. Cette nuit, la foule incluait plusieurs anciens du lycée d'Allen, comme Christina Morris, Paulina Pawlowski, et d'autres de leur cercle social. La plupart des présents gardèrent leur distance avec Enrique Aroshi. Des témoins dirent plus tard qu'il ne semblait pas du tout intéressé par Christina, concentrant plutôt son attention sur Sabrina Boss. Il tenta de s'asseoir à côté d'elle, mais fut rejeté. Une interaction qui, selon les rapports, le laissa visiblement contrarié. D'autres remarquèrent la tension, bien qu'elle n'ait jamais dégénéré en confrontation. Vers 23h, le groupe décida de ne pas rester à l'appartement et choisit de sortir. Ils s'arrêtèrent d'abord au Ringo S Tavern pour boire un verre, puis se dirigèrent vers le Scruffy Duffy, un pub voisin. Les images de surveillance montrent Christina entrant au Scruffy Duffy juste après minuit 30, son identité scannée à l'entrée. Ses relevés bancaires confirmèrent plus tard qu'elle acheta des consommations à minuit 35. Les caméras de sécurité capturèrent Christina marchant dans la rue entre les bars avec Paulina, Sabrina et Enrique tout au long de la nuit. Elle ne but pas beaucoup, prévoyant de conduire pour rentrer. Encore secouée par sa dispute avec Hunter, son humeur fluctuait, tantôt silencieuse, tantôt soudainement plus loquace. Cependant, personne autour d'elle ne trouva son comportement anormal. Tout le monde finit par retourner à l'appartement de Paulina,
où l'ambiance se fit plus détendue après la fermeture des bars. Bien que la plupart des invités fussent ivres, Christina restait relativement composée. À un moment, l'ambiance bascula à nouveau quand Enrique annonça bruyamment qu'il partait, toujours contrarié d'avoir été rejeté par Sabrina. Il rassembla ses affaires, jeta un bref coup d'œil dans la chambre de Sabrina, puis quitta l'appartement. Plusieurs personnes confirmèrent plus tard cette séquence d'événements. Alors que la nuit continuait, Christina commença à envoyer des messages à Hunter. À 2h12, elle lui demanda s'il pouvait venir la chercher, expliquant qu'elle avait perdu ses clés. Ces messages devinrent de plus en plus émotifs. Hunter, cependant, n'était pas dans le coin, se trouvant dans le centre-ville de Dallas. Christina continua à le contacter pendant encore 1h30. Elle lui dit qu'elle n'était pas en colère, seulement bouleversée, et mentionna que la batterie de son téléphone était presque morte. Initialement, elle prévoyait de rester chez Paulina, mais elle changea d'avis après avoir retrouvé ses clés. Son dernier message fut envoyé à 3h48, dans lequel elle s'excusa et dit qu'elle espérait que Hunter allait bien. Les données de géolocalisation montrèrent plus tard que les téléphones de Christina et d'Enrique se trouvaient dans la même zone générale à ce moment-là. Après ce point, le signal du téléphone de Christina disparut complètement, tandis que celui d'Enrique continua à se déplacer et fut détecté plus tard dans d'autres parties de la ville. Il n'y avait aucun signe, à ce moment, d'agression ou de comportement inhabituel. En surface, cela semblait être une nuit ordinaire se prolongeant aux petites heures du matin. Vers 3h50, les caméras de sécurité du complexe immobilier capturèrent Christina Morris et Enrique Haroshi marchant ensemble vers le parking où Enrique affirma que leurs deux voitures étaient garées. Les images ne montraient aucun signe de conflit, de tension ou d'agression. Ils marchaient d'un pas régulier, sans jamais s'arrêter ou dévier de leur chemin, et l'éclairage de la rue rendait leur silhouette et leurs mouvements clairement visibles. Christina et Enrique semblaient se diriger dans la même direction, restant proches l'un de l'autre. Après un certain temps, Enrique déclara que sa Chevrolet Camaro était garée à côté de la Toyota Corolla de Christina, ce qui correspondait à l'itinéraire capturé par la caméra. La séquence était brève avant que les deux ne disparaissent du champ de vision. À 3h55, un clip de 8 secondes d'une autre caméra montra Christina marchant légèrement derrière Enrique à travers une autre section du parking. Ce fut la dernière fois que Christina fut vue sur les images de surveillance, et elle n'apparut dans aucune autre séquence de la zone. À 3h58, une Chevrolet Camaro de couleur sombre fut filmée quittant le bâtiment. Il fut confirmé plus tard qu'elle appartenait à Enrique Haroshi. Les images montrent sa voiture partant à ce moment-là, tandis que la Toyota Corolla de Christina restait garée et ne bougea pas dans les jours suivants. Finalement, sa voiture fut retrouvée exactement là où elle l'avait laissée la nuit de sa disparition. La police examina les enregistrements sous plusieurs angles, mais ne trouva aucune preuve que Christina était montée dans un véhicule, y compris la Camaro d'Enrique. Rien n'indiquait non plus qu'elle avait quitté le parking à pied. On ne la vit jamais se diriger vers une sortie sur les caméras. Sur cette base, les enquêteurs conclurent que Christina avait très probablement disparu quelque part entre l'appartement et le parking, ou dans le parking lui-même. Comme aucune image ne montrait ses mouvements au-delà de ce point, toutes les autres routes potentielles étaient éliminées. La police obtint un mandat pour perquisitionner la Toyota Corolla de Christina. La voiture était toujours verrouillée, en bon état de marche, et ne présentait aucun signe de dommage ou d'effraction. Les techniciens inspectèrent l'intérieur, mais aucun des effets personnels de Christina ne s'y trouvait. Son sac à main, sa pièce d'identité, son téléphone et les autres objets qu'elle portait habituellement manquaient. Cela suggérait qu'elle n'était pas retournée à sa voiture après avoir quitté la fête. Plus tard, ses clés de voiture furent retrouvées parmi ses affaires à l'appartement, confirmant qu'elle avait l'intention de rentrer en conduisant. Aucune indication de lutte n'était visible autour de la voiture, au sol, dans le parking ou près d'autres véhicules. Pas d'égratignures, de rétroviseurs cassés, d'objets éparpillés ou de traces indiquant une activité inhabituelle. De toutes les observations, rien de significatif ne s'était produit près de la voiture. Elle resta intacte pendant 3 jours jusqu'à ce que son père inquiet la signale comme disparue à la police. Une fois le signalement effectué, les recherches s'intensifièrent. Les enquêteurs recherchèrent toute personne ayant pu voir ce qui s'était passé dans le parking dans la nuit du 29 au 30 août, mais ni les visiteurs ni les résidents du complexe ne se manifestèrent avec des informations utiles concernant la présence de Christina cette nuit-là. Un examen minutieux des images de sécurité supplémentaires des entrées, sorties et voies piétonnes ne fournit aucun autre indice sur ses déplacements après la dernière observation connue.
Chaque élément de preuve vidéo pointait vers la même conclusion, Enrique Haroshi était la dernière personne vue avec Cristina. La gravité de sa disparition ne fut pas pleinement réalisée, car ceux présents à la soirée supposèrent qu'elle était simplement partie et rentrée chez elle seule. Les enquêteurs notèrent que son petit ami Hunter n'avait pas non plus pris de mesures immédiates dans les heures suivant sa disparition. Il n'appela pas le 911 ni ne contacta d'hôpitaux à proximité. Une recherche plus organisée pour Cristina ne commença qu'après plusieurs jours passés sans qu'elle ne rentre chez elle ou ne donne de nouvelles à ses amis. À ce moment-là, sa voiture était toujours garée là où elle l'avait laissée, déclenchant une recherche à grande échelle. Cristina ne se présenta pas au travail le 1er septembre, et son silence prolongé fut le premier signe clair que quelque chose n'allait pas. Son père, Mark Morris, commença à contacter ses amis et connaissances pour rassembler des informations. Il apprit rapidement que Cristina n'était pas chez elle comme prévu et que personne ne savait où elle se trouvait. Prenant les choses en main, Mark se rendit à l'immeuble où la fête avait eu lieu. Il connaissait l'endroit et commença à enquêter par lui-même. Le 2 septembre, 3 jours après la dernière fois où Cristina avait été vue ou dont on avait entendu parler, un signalement officiel de personnes disparues fut déposé et la police se rendit au complexe d'appartements le même jour pour commencer son enquête. Les officiers commencèrent à interroger les participants à la soirée. Paulina confirma que Cristina et Enrique étaient partis ensemble de l'appartement. Ensuite, il était temps d'interroger Enrique Haroshi. Il affirma ne pas se souvenir de grand-chose de cette nuit en raison de la consommation d'alcool et de drogue. Il déclara que lui et Cristina étaient partis ensemble mais s'étaient finalement séparés, Cristina prenant son propre chemin. Ce récit contredisait directement les images de surveillance qui montraient clairement les deux marchant ensemble vers le parking avant de disparaître dans une zone non couverte par les caméras. Dès la soirée du 2 septembre, l'enquête s'était intensifiée. La police commença à examiner de plus près les amis et la famille de Cristina et à analyser les données numériques. Une fois qu'il fut confirmé que Cristina Morris était portée disparue, les détectives se concentrèrent sur la reconstruction des heures ayant précédé sa disparition. Déterminer qui avait été vu avec elle en dernier devint rapidement la priorité absolue. Enrique Haroshi fut interrogé tôt dans l'enquête. Initialement, ce fut une conversation de routine, mais des incohérences dans son récit et son comportement attirèrent une attention plus soutenue. Il admit avoir vu Cristina cette nuit-là et que tous deux avaient assisté à la fête organisée par leur amie commune, Paulina Pawlowski. Il affirma qu'ils étaient partis ensemble à peu près au même moment et avaient marché ensemble. Après cela, son histoire commença à s'effriter. Enrique prétendit avoir été sous influence, ayant bu, fumé de la marijuana et pris de l'Adderall, ce qui rendait difficile le souvenir des événements. Il admit avoir du mal à se rappeler ce qui s'était passé après leur départ de l'appartement. Pendant l'interrogatoire, il déclara que Cristina s'était tournée et était partie dans une direction différente tandis qu'il continuait vers sa voiture. Il insista sur le fait que c'était la dernière fois qu'il l'avait vue. Les enquêteurs remarquèrent rapidement des lacunes et des incohérences dans son compte-rendu. Ils ne pouvaient fournir de détails clairs sur le moment où ils avaient quitté la fête, combien de temps ils avaient marché ensemble, où Cristina était censée être allée, ou à quelle distance ils étaient lorsqu'ils s'étaient séparés. L'examen des images de sécurité de la zone autour de la soirée révéla que la version des événements d'Enrique ne correspondait pas aux preuves. Sa voiture était la dernière à quitter le parking, et Cristina avait été vue avec lui juste avant. Rien ne prouvait qu'elle était partie dans une autre direction ou était partie seule, jetant un sérieux doute sur sa version des faits. Les enquêteurs remarquèrent également des marques sur Enrique qui semblaient liées à des morsures, y compris des coupures fraîches, des ecchymoses et ce qui ressemblait à une véritable marque de morsure. Interrogé sur ces blessures, Enrique eut du mal à fournir une explication cohérente. Initialement, il affirma qu'en travaillant sur sa voiture, un élément du châssis lui était tombé dessus. Plus tard, il suggéra qu'il s'était peut-être blessé la main dans un accès de colère en frappant la voiture. À un moment donné, il mentionna vaguement la possibilité d'avoir été impliqué dans une bagarre, mais refusa de préciser où elle avait eu lieu ou avec qui. Les détectives soupçonnèrent qu'il cachait quelque chose, car il ne cessait de donner des versions contradictoires et refusait de fournir des réponses claires. Ils demandèrent à Enrique de remettre sa voiture pour inspection, mais il refusa, affirmant en avoir besoin pour travailler le lendemain. Ce refus accentua leurs inquiétudes, d'autant plus que sa voiture avait été la dernière à quitter le parking la nuit de la disparition de Cristina. Peu après, un mandat de perquisition fut émis et la police procéda à un examen minutieux de la voiture d'Enrique. Ils se concentrèrent particulièrement sur l'intérieur, y compris le coffre et les sièges arrière.
Les enquêteurs notèrent qu'il était très inhabituel que les zones où la saleté et les débris s'accumulent typiquement soient aussi méticuleusement propres. Ce niveau de nettoyage suggérait que quelqu'un avait peut-être tenté d'effacer des preuves ou des traces. Aucune saleté, cheveux ou débris ne fut trouvé ailleurs dans la voiture. Les experts légistes notèrent cela comme un indicateur potentiel d'une tentative de dissimulation d'un crime. Les enquêteurs découvrirent également qu'Enrique devait commencer le travail à 8 heures, mais qu'il n'était arrivé qu'à près de 11 heures le matin suivant la disparition de Cristina. Des collègues observèrent qu'il semblait épuisé, irritable et se déplaçait avec difficulté. Certains remarquèrent qu'il marchait raide et se plaignait de douleurs aux côtes. Son comportement ce jour-là était inhabituel et ne lui ressemblait pas, certains collègues commentant qu'il avait l'air d'avoir passé une nuit difficile. Cela souleva de nouvelles questions, que s'était-il exactement passé entre 4 heures et 7 heures? Les enquêteurs s'interrogèrent également sur la raison pour laquelle Enrique n'était pas arrivé à l'heure au travail. Ils devinrent de plus en plus convaincus qu'il devait examiner ses actions durant les premières heures de ce matin. En raison de ses blessures, de son comportement inhabituel et de ses déclarations incohérentes, Enrique Haroshi, bien que n'étant pas encore officiellement un suspect, était déjà sous étroite surveillance policière. Après la disparition de Cristina, les autorités continuèrent à examiner les images de surveillance, à analyser les relevés téléphoniques, à interroger des témoins et à surveiller son comportement. Les divergences entre le récit d'Enrique et les preuves augmentèrent à chaque nouvelle découverte. La police lança un examen médico-légal complet de toutes les données disponibles, y compris une inspection méticuleuse du coffre de la voiture d'Enrique par des experts légistes. Des tests au luminol révélèrent des traces de fluides biologiques invisibles à l'œil nu. Des échantillons furent prélevés et envoyés à un laboratoire pour analyse ADN, et les résultats furent déterminants. Plusieurs zones du coffre, y compris les tapis, les joints en caoutchouc et la garniture intérieure, contenaient de l'ADN correspondant à Cristina Morris. Les échantillons incluaient du sang et de la salive. Les experts conclurent que ces traces ne pouvaient pas résulter d'une rencontre fortuite, et qu'il n'y avait aucune possibilité de contamination croisée ou de transfert secondaire. Face à l'accumulation des preuves, la police procéda à une arrestation. Enrique Haroshi fut arrêté à son domicile le 13 décembre 2014, 3 mois et demi après la disparition de Cristina, et inculpé d'enlèvement avec une arme dangereuse. La caution fut fixée à $1 million. Et à ce moment-là, l'endroit où se trouvait Cristina restait inconnu. En septembre 2016, le procès débuta dans le comté de Collin, au Texas. Enrique Haroshi faisait face à des accusations d'enlèvement aggravées, même si le corps de Cristina n'avait pas été retrouvé. L'affaire reposait entièrement sur des preuves circonstancielles, car il n'y avait aucune scène de crime confirmée, aucune méthode établie et aucun objet physique que l'accusation pouvait présenter. L'accusation présenta 351 pièces à conviction, y compris des images de surveillance, des relevés téléphoniques et des analyses médico-légales. 73 témoins déposèrent. L'affaire fut structurée autour d'une chronologie écrite des derniers mouvements connus de Cristina. Un élément de preuve critique provenait d'un rapport médico-légal sur le téléphone d'Enrique, qui souleva des inquiétudes lorsque des vidéos et des photos furent découvertes sur l'appareil. Certains fichiers contenaient du contenu à caractère sexuellement violent. La défense chercha à faire exclure ces preuves, arguant de leur non-pertinence. Le tribunal limita la façon dont le matériel pouvait être utilisé, mais l'autorisa pour fournir un contexte sur la personnalité de l'accusé. Les enquêteurs trouvèrent également un objet inhabituel chez Enrique, une note manuscrite dans un bocal en verre qui semblait faire partie d'un rituel. La note incluait des mots et des phrases sur la domination et le contrôle, ressemblant à des instructions souvent trouvées sur des forums en ligne. Bien que les enquêteurs les considéraient potentiellement pertinentes, le tribunal finit par la retirer de la liste officielle des preuves. Pendant les audiences, Enrique parut émotionnellement détaché, déclina de répondre à la plupart des questions, maintint son innocence et nia toute implication dans la disparition de Cristina. Ses avocats soutinrent que les preuves étaient faibles et mirent en doute les résultats ADN. Ils tentèrent de reporter les soupçons sur Hunter Foster, affirmant qu'il avait eu un différend personnel avec Cristina, mais ne purent étayer ces affirmations. Le 20 septembre 2016, le juge reconnut Enrique Haroshi coupable d'enlèvement criminel et le condamna à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Le verdict fut lu à haute voix à la famille de Cristina. Sa mère, Joni Ahir, s'effondra en larmes tandis qu'Enrique ne montra aucune émotion alors qu'il était conduit dans une prison d'État du Texas. La famille de Cristina n'arrêta jamais de la rechercher. Et même après sa condamnation,
l'absence de ces restes laissait un sentiment d'incomplétude. L'affaire ne semblait pas résolue tant que Christina n'était pas finalement retrouvée. Ronnie Aïr, le mari de Johnny Aïr, et d'autres continuèrent à aider aux recherches. De nombreuses équipes de bénévoles furent organisées, composées d'amis, de voisins et de membres de la communauté du comté de Collin. Les recherches s'étendirent aux zones rurales, aux parcs et aux régions boisées. Tim Miller, fondateur de l'organisme à but non lucratif Texas EcuSearch, joua un rôle central dans l'effort. Il se joignit à la recherche après avoir rencontré personnellement la mère de Christina. L'équipe utilisa des caméras thermiques, des drones, des chiens pisteurs et un équipement spécialisé pour la recherche dans l'eau. Parallèlement à ces efforts de recherche, la famille de Christina lança une campagne de sensibilisation publique pour garder son nom sous les projecteurs. Des événements commémoratifs, des pages sur les réseaux sociaux et des dépliants furent distribués. Lors d'interviews, sa mère, Johnny Aïr, répéta sans cesse l'importance de garder Christina dans l'œil du public. « Nous n'arrêterons pas tant que nous n'aurons pas ramené Christina à la maison, quoi qu'il en coûte, » déclara sa famille. Son père, Mark Morris, resta en retrait de la lumière publique, mais continua à coordonner les recherches depuis ailleurs dans le comté de Collin. Il engagea des détectives privés et des experts en criminalistique numérique. La famille garda également un œil attentif sur Enrique Arrochi, espérant qu'avec une peine à perpétuité, il pourrait finir par révéler l'emplacement du corps de Christina. Des efforts juridiques étaient également en cours. Les avocats de la famille déposèrent des requêtes pour obtenir l'accès à des documents qui n'avaient pas été présentés au tribunal, faisant valoir que le public et la famille avaient besoin de plus d'informations sur ce qu'Arrochi avait fait dans les heures suivant la disparition de Christina. Malgré le temps écoulé, la famille continua à organiser des recherches près de la ville d'Allen, une zone que la police avait identifiée comme un lieu potentiellement clé. Ils se concentrèrent sur des endroits où la voiture d'Enrique s'était arrêtée le 30 août 2014. Les recherches se poursuivirent le matin, même sans l'implication active de la police, car la famille pensait que l'affaire était dans une impasse. Le 7 mars 2018, des ouvriers des services publics dans le comté rural de Dallas, juste à l'extérieur d'Allen, découvrirent des restes humains en installant un câble le long d'une route isolée. Les ouvriers contactèrent immédiatement les autorités locales. Des experts médico-légaux furent appelés et la zone fut sécurisée. L'identification commença par les dossiers dentaires et les tests ADN. En quelques jours, il fut confirmé que les restes appartenaient à Christina Morris. Seuls des restes partiellement squelettiques furent récupérés. Aucun vêtement ou effet personnel ne fut trouvé. Selon les médecins légistes, le corps avait été exposé aux éléments pendant plus de 3 ans. La cause du décès ne put être déterminée en raison de la décomposition avancée des restes. Ils furent découverts dans la même zone générale que la famille de Christina avait recherchée à plusieurs reprises entre 2015 et 2017, mais son emplacement boisé et isolé expliqua probablement pourquoi le corps était resté non découvert si longtemps. Les relevés montrèrent que le téléphone portable d'Enrique Arrochi s'était trouvé exactement à cet endroit le 30 août 2014. Ce matin-là, la famille et les amis de Christina apprirent la découverte par les reportages, mettant fin à près de 4 années d'incertitude angoissante. Bien que son corps ait été retrouvé, de nombreuses questions demeuraient sur les circonstances de sa mort. La séquence exacte des événements et les moments clés ne furent jamais capturés par la surveillance. Néanmoins, l'affaire fut officiellement close et sa disparition fut classée comme un meurtre. Une plaque commémorative fut érigée et la famille organisa des funérailles privées, demandant qu'aucune attention ou commentaire public supplémentaire ne soit porté à l'affaire. Enrique Arrochi, purgeant toujours sa peine à perpétuité, resta silencieux après la découverte des restes de Christina. Ses avocats déclinèrent également tout commentaire, déclarant seulement que le verdict initial restait en vigueur et qu'aucune nouvelle procédure judiciaire n'était prévue. De cette dernière traversée du parking de Plano, capturée par des caméras pendant seulement quelques minutes, l'histoire de Christina Morris atteignit sa conclusion tragique. Les restes retrouvés sont désormais des témoins silencieux de ce qui s'est produit, un rappel solennel de la fragilité de la vie. Si vous avez trouvé cette affaire fascinante, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Nous publions des vidéos sur des affaires criminelles chaque soir. Jusqu'à la prochaine fois, restez alertes, restez vigilants.